T'es prête? C'est ça que tu veux? C'est fini, oui? C'est fini, ouais! Rien n'est terminé! Ah bon? Tout continue à cause de vous! Vous mettez pas en colère. Oh, bah ça, il connaît pas. Bon, d'accord. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien sans nécessairement avoir besoin d'écouter la radio. Tu nous ferais pas un petit sourire ce matin, hein? Merci quand même. Ça me fait plaisir. Ça prouve que t'as chaud dans la carcasse. Hey GB. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi dans la radio. Hey GB. On y va! Kagibistes, camarades, lutins et autres membres du prolétariat du monde entier, et plus si affinités. Bienvenue sur les ondes du KGB, notre programme mensuel dédié à valoriser les initiatives des associations socioculturelles dans les Savoies du monde entier. Ce mois-ci, une émission un peu différente, puisque nous avons décidé de vous donner l'opportunité de réécouter des morceaux choisis de belles émissions que nous avons eu le plaisir d'animer lors de cette année chargée en événements divers. Vous pourrez donc entendre des extraits de nos programmes enregistrés lors du festival Sévrier BD, ainsi qu'une émission essentielle qui nous a amenés à la Corderie d'Annecy, avec bien évidemment des chroniques, de la musique et la voix de notre merveilleuse Agnès. Je profite d'avoir votre attention pour remercier nos partenaires de diffusion, Radio Semnose, Elébor, Alto, Spoutnik, Clandé, mais également pour vous dire que nous avons une cagnotte participative, une sorte de boîte à pourboire que vous trouverez facilement en tapant Tipeee et Kajibi. 1 euro multiplié par le nombre d'auditoristes peut vraiment faire la différence et nous permettre de continuer dans de meilleures conditions. Et je vous dis ça, car en cette fin d'année, nous allons faire gagner 2 places pour le concert de Sopico, artiste qui se produira au Brise-Glace le jeudi 29 janvier 2026. Et vraiment, c'est super. Nous tirerons au sort le nom des futurs gagnants parmi les généreux tipeurs et tipeuses du KGB d'ici le jour de l'an. Ça vous laisse un peu de temps pour jouer avec nous. Voilà, nous avons préparé une belle émission dans notre shaker de son, et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle fin d'année de bonheur et de rébellion. Et il ne me reste plus qu'à vous laisser entre les mains expertes de David depuis le festival Hors Piste 2025. Le voyage temporel commence maintenant. Silencio. Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec le jet ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi on parlait. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Hey, salut Annecy. Bienvenue au festival Hors Piste, le 15e du nom, qui chaque année vient repousser les frontières musicales de ta station balnéaire touristique Airbnb préférée pour t'ouvrir un poil les esgourdes et te faire vivre enfin le vrai, la grande, l'aventure avec un grand V. Mais je cause et j'en oublierai presque l'essentiel. Je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements nombreux et fournis, le responsable de cette fiesta mélodieuse et populaire. J'ai nommé le programmateur, monsieur Pierre-Éric Renato. Oui, attention, Pierre-Éric Renato, bravo. Il y a des effets spéciaux. Pierre-Éric, à toi. Oh, fan de chichoune, t'as vu comme elle est belle l'étoile rouge? Attention, tête pieds nus, hein. L'étoile rouge, la disco mobile, le dancing, hein. À ne pas confondre avec ces tromblons de Belgrade qui ont pété l'OM en 91, putain, désolé, je suis un poil trop émotif moi. Bref, pour cette soirée d'ouverture, on t'a invité la crème de la garage électropop. J'ai nommé, c'est Joby de Johnny Carwash, ça va? J'ai bien prononcé? Yes. Et les falas de MAO Cormontreuil, salut les jobastres, comment ça va? Ça va super. Et bien sûr, pour vous cuisiner tout ça avec une anguille et un bon bandal, Bon, on arrête la blague de l'accent là. Putain, je sais pas comment ils font au brise-glace pour le supporter à longueur de journée. Bref, avec moi, pour présenter cette émission, la fine équipe du KGB, la seule émission de radio de la région qui est là ce soir, et c'est déjà pas mal. Avec celle dont la voix ferait partir en godille n'importe quelle oreille attentive, j'ai nommé Agnès. Salut. Coucou. Et pour cette interview, Agnès, tu seras accompagnée par ma petite chocolatine adorée, en charge de ce grand touchous musical radiophonique. Salut Greg. Salut David.
Pas loin du tout, j'aperçois ce grand Jacques, bien souple sur les genoux. Prêt pour le hors-piste, Jacques ? Toujours. Parfait. Et enfin, celle qui aurait pu, qui aurait dû venir en combinaison rose fluo pour l'occasion, mais qui, pour d'obscures raisons, ne l'a pas fait. Mireille. On m'a pas dit. Salut. Non, on t'a pas dit. Et là, maintenant, tout de suite, c'est le début. C'est la 67e émission du KGB. Alors faites un petit peu de bruit, s'il vous plaît, parce que c'est parti là. C'est hors-piste là. Et on attaque tout de suite cette émission avec un Proust. C'est un questionnaire, presque un questionnaire de Proust. Donc c'est un questionnaire de Proust, c'est des réponses courtes à des questions courtes. Certaines sont orientées pour Emma Cormontreuil, d'autres pour Johnny Carwash, et d'autres pour les deux. Vous répondez ce que vous voulez, comme vous voulez. Et on commence avec création studio ou live tournée. Live tournée. Cormontreuil. Studio. Live. Ah, j'ai pas... Cormontreuil ou Reims? Cormontreuil. Et Reims. Guitare ou clavier? Guitare. Chant. Guitare. Guitare. Sentier balisé ou hors piste? Hors piste. Ah oui. Hors piste. Direct. Hors piste. Hors piste. Hors piste. Hors piste. Plutôt Clinoto ou éléphant bleu? Total Wash. C'est le car wash. Total Wash. MAO ou IA? Intelligence artificielle. MAO. MAO. L'étoile rouge ou l'étoile noire? Étoile noire. L'étoile noire. Rouge. Cash ou Hallyday? Bob Dylan. Bonne réponse. Disque physique ou plateforme de streaming? Le vinyle. Disque physique. Et après, j'en ai deux autres encore. Vous préférez être sur scène ou dans le public? Bah, les deux. On a le droit. On a le droit. Deux en même temps. Et une dernière. Est-ce qu'on fait de la musique quand on se sent bien ou pour se sentir mieux? On se sent bien. Ouais, quand on se sent bien. Ok, parfait. Là, je laisse le micro pour Agnès. Merci. Moi, je me demandais, du coup, Johnny Carwash, ça a démarré quand? Comment? Ça a démarré en 2018 dans un petit local en banlieue de Lyon. Plein d'araignées. Oui, beaucoup trop d'araignées. Ça m'a créé une phobie, sachez-le. Et c'était derrière un car wash, donc c'est pour ça qu'on s'appelle Johnny Carwash. Voilà. C'était à Dessines-Charpieu, c'est un peu le Cormontreuil de Reims. Sauf qu'il n'y a pas de flunch. Et du coup, MAO Cormontreuil, il me semble que vous étiez, alors je sais pas si tous, mais au moins une partie d'entre vous, dans un autre groupe, Black Bones. Et Tous les trois. c'est comme ça que vous êtes connus? Même bien avant. Non, ça remonte un peu. En fait, ils avaient un groupe avant qui s'appelait Bewitchens. Et moi, j'ai remplacé le batteur sur la tournée du deuxième album. Je les ai rencontrés comme ça. Et après, on est de Reims, de Cormontreuil. Ouais, et on a même vérifié tout à l'heure, on est venu avec Bewitchens en 2010 à hors piste. 2010. Moi j'ai une question et j'ai besoin de confirmation. Es-tu Chester Remington? Oui, bien sûr. Voilà, merci. C'est lui. La classe. Êtes-vous Johnny Carwash? Oui. Bah oui, merde, je suis con. Johnny Carwash, vous revenez là, il me semble que vous êtes revenu il y a pas longtemps d'une tournée en Angleterre. Tout à fait. C'était cool. Super cool. Est-ce que vous avez une anecdote en particulier de cette tournée ou d'une autre d'ailleurs, vraiment une anecdote de concert qui vous a marqué? Vraiment une anecdote très brève. Faites attention sur les ronds-points anglais. Ça mérite un peu de détails quand même, non? C'est plutôt parlant comme anecdote. Ils roulent totalement à l'inverse de nous, il faut le savoir. Ils font tout à l'envers. Ouais, une anecdote, on a mangé chez Thomann en Allemagne. C'était en Allemagne, parce qu'il y avait aussi l'Allemagne juste avant, mais voilà. Thomann, on mange très bien chez Thomann. Sachez que Maxime veut absolument parler de ça, c'est pour ça. Il adore Thomann, voilà. La cafette. C'est bon à savoir. Et vous, du coup, MAO Cormontreuil, Une anecdote de concert. Ouais, une anecdote de concert. Elle n'est pas super positive, mais un jour, on a joué dans un festival qui était, c'est pas grave, hein, ça arrive, mais pas du tout adapté à la musique qu'on faisait. On était vraiment sur un truc très roots, tu vois, vraiment très, très roots. Il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, ça a fini, on a fini le concert. Et puis pendant qu'on rangeait, ça s'est un peu immiscé. Pendant qu'on rangeait, il y avait une grosse fanfare avec des gens éclatés. Vraiment, mais c'était un délire. Et on a fui le concert, le festival, dans les champs, comme ça, avec notre matos, genre on y va, comme ça. Ouais, c'était assez drôle. Voilà, c'est notre meilleur souvenir, je pense. Ça a l'air d'être une belle histoire, effectivement. Ça soude. Et vous, Johnny Carwash, donc c'est la première date. C'est la première date de la tournée ce soir. Il y a 18 dates à suivre encore. Est-ce que vous êtes prêts? Comment vous vous sentez?
Bon, on va voir ce soir. Hein, vous nous direz après, vous mettrez une note. Alors normalement, personne n'aura besoin de fuir après cette date. C'est un cas isolé. Normalement, non. Donc, MAO, moi j'ai vu que donc, c'était Antonin qui réalisait des clips aussi. Vous avez des titres que je trouve très, très pop et dansants, des clips ultra colorés. Je veux savoir un petit peu comment ça se passait, ton processus créatif, d'où te vient toutes ces idées pour les clips. C'est juste qu'on a besoin de faire de l'image et que on a décidé en fait dans la manière de communiquer visuellement de faire plein de stories sur un titre au fur et à mesure, genre toutes les semaines, et après on compile les stories, on les met, ça passe de la verticale à l'horizontale et ça devient un clip. Voilà. Et après, sinon, comment viennent les idées? En fait, c'est marrant parce que quand tu te concentres que sur 15 secondes de musique, en fait, à clipper, à faire quelque chose de visuel sur 15 secondes, en fait, au bout du compte, tu arrives avec un clip vachement riche parce que se concentrer sur 15 secondes de quelque chose à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, on fait les choses un peu à l'instinct, et après quand on rassemble le puzzle, on sait pas trop ce que va donner, ça fait une sorte de cadavre exquis un peu bizarre, et voilà. Et finalement c'est à la fin du clip tu dis putain c'était ça l'idée. On savait pas trop où on allait, mais ok. Et moi Johnny Carwash, donc j'ai vu que vous avez beaucoup joué aussi avec Johnny Montreuil et Johnny Mafia. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite alliance secrète entre les Johnny de France? Une petite mafia? Une petite, ouais. Oui, on s'aime bien, on aime bien jouer ensemble parce que c'est fun, quoi. On cherche que ça, de toute façon, le fun, donc ça nous va. Tu parlais de processus créatif tout à l'heure, du coup moi je suis un peu curieuse pour vous tous, comment ça se passe par exemple, est-ce que on a des choses à dire et d'abord on va dire ça et puis on va mettre de la musique dessus, est-ce que c'est les deux en même temps, comment ça se passe? Non, on n'a jamais rien à dire, non. On essaye juste de faire on essaye de faire des morceaux énergiques, avec des émotions, qui soient bien construits et qui soient fun à faire. C'est pas le propos de passer un message. Sinon, je chanterais en français déjà, si on devait le faire. Bonsoir. Je sais pas, il n'y a pas trop de réflexion. Genre, la musique vient avec les paroles pour ma part, en tout cas. Et ensuite, on le retravaille tous les trois. Les messages, c'est selon ce qui se passe dans ta vie, dans la vie des autres, et si parfois dans le monde, forcément, parce qu'on fait partie du monde, quoi. Mais ouais, je sais pas, c'est la vie, quoi. Et tu parlais d'émotions. Est-ce qu'il y a des émotions vraiment prédominantes dans ce que vous avez envie de faire passer? C'est plutôt un projet plutôt positif et d'été, plutôt qu'un truc mélancolique et d'hiver. Non, parce qu'en fait, on a un autre projet qui est plutôt mélancolique et d'hiver. Et celui-là, c'est celui qui est... Qui joue en automne et en hiver. Ouais, et là, celui qui est plutôt fun et ensoleillé. On essaye. Et du coup, Johnny Carwash, vous êtes à la fois sur une émotion ou une vibe, mais aussi des fois sur un peu des messages. C'est quoi les messages? Pourquoi c'est que moi qui réponds? Je sais pas. Dans le premier album, il y avait des messages forcément féministes et pour les femmes. Ce qui est normal, je suis une femme et je me sens concernée. Et ils se sentent concernés aussi, ce qui est important. Et après, c'est des messages de la vie, c'est des messages à tes amis, des messages... je sais pas comment vous dire ça, moi. Je l'ai dit dans mes chansons, écoutez. Je suis un peu nulle pour décrire les chansons, c'est un truc que j'aime pas trop faire. Parce que j'aime bien que les gens puissent s'identifier par eux-mêmes. Et parfois, toi, t'écris une chanson pour dire un truc et quelqu'un, il va comprendre autre chose, en fait. Et il va s'identifier à sa manière. Donc j'ai pas envie de donner une explication précise, quoi. Mais que chacun soit libre de se reconnaître dans la chanson, quoi. Et du coup, le processus créatif, il se passe comment? D'abord la musique ou d'abord les textes, ou tout ça vient d'un bloc? Moi, je compose au début la base, quoi. Juste, souvent, c'est les refrains, le début de couplet et tout ça. Et après, on fait ça tous ensemble. Ça va ensemble. Musique et paroles vont ensemble. J'ai jamais de texte avant de faire de la musique, par exemple. Ça s'inspire l'un l'autre, quoi. S'il y avait un artiste, une collab improbable que vous pouviez faire, ce serait avec qui? Ça nécessite pas mal de réflexion, j'ai l'impression. Et Bob Dylan n'est pas une option. Et Herbert Léonard vient de mourir. Oui, artiste vivant ou mort d'ailleurs. Tout est une option, hein. C'est pas improbable. Van Halen. Ça, c'est improbable. Trop de solo de guitare. J'allais dire Shakira, mais bon, chacun son truc. C'est pas la même ambiance.
Mao, vous refusez un petit peu la Je l'ai discussion pas. là. Hein, ouais. Je ne l'ai pas du tout. Tu Je l'as sais pas, Ah là 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 là. I know you try, but you fail to stand. You can do whatever they say. Your mom and dad don't understand.
Et vous venez d'écouter donc le titre Nothing de Johnny Carwash. C'est le titre qui clôt votre premier album. Et j'avais vraiment envie de passer ce titre-là parce que il me plaît beaucoup. Le clip, allez voir le clip pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je trouve qu'il donne encore plus d'intensité au morceau. Et voilà, maintenant je vais laisser la parole à Jacques. Et oui, respire, articule, à toi. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, camarades, KGBistes, KGBistes, hors-pisteux, hors-pisteuses, nous sommes assaillis. Nous sommes assaillis de nouvelles plus terrifiantes les unes que les autres. Chaque jour nous déverse son lot d'informations, de déclarations qui nous sidèrent, déferlent, et nous sommes là sur nos petits radeaux à nous demander si nous arriverons à garder le cap à la prochaine vague, si nous n'allons pas finir noyés sous l'angoisse avant même que cela soit la vague fasciste qui nous submerge et nous emporte. Et puis, bien entendu, je me souviens que c'est leur stratégie, nous empêcher d'agir grâce à la sidération, empêcher les médias, enfin ceux qui font vraiment leur boulot, d'analyser, de décrypter, car il y a trop à dire, trop à faire, trop à commenter, trop à endiguer. Belle stratégie déclarée par Steve Bannon lui-même, de balancer au moins 3 bombes médiatiques par jour pour saturer l'espace et pouvoir ainsi continuer tranquillement à démonter la démocratie. Sous cette déferlante, je ne sais plus moi-même que vous écrire dans cette chronique, comment vous parler des choses, comment nous interroger, comment ne pas les laisser nous engluer d'angoisse et d'inaction. Me voilà devant la page blanche, sidéré. Mais je connais la formule magique qui permet de sortir de cette sidération. Je me lève, je vais poser sur ma platine Nebraska de Bruce Springsteen ou n'importe quel album qui m'oblige à monter le son, à regarder le paysage par la fenêtre, le printemps qui arrive, le soleil qui caresse les peaux et le vol des oiseaux encore et encore, le vol des oiseaux qui est toujours une invitation à danser et leur chant qui est sans doute l'origine de notre musique. Alors je danse, ridicule et maladroit devant ma fenêtre. Je danse sur les mots de Springsteen et je me souviens que nous, les êtres humains, nous sommes cela, des êtres maladroits qui sortent de la sidération en dansant, en écoutant des gens nous raconter des histoires, en voyant nos corps pris par la musique et le vol des oiseaux. Voilà de quoi on veut nous couper, de ces histoires que la musique, les livres, les spectacles, les films, les concerts nous racontent. Ces histoires, ces concerts qui font de nous des êtres humains dansant et riant, pleurant et voyant, ces histoires dont nous deviendrons à notre tour les porteurs, les passeurs. Ces histoires brins de laine qui nous lient comme la transpiration et le son des concerts à venir et qui tissent entre nous ces trucs fragiles qui s'appellent l'humanité, la fraternité, la sororité. Ce truc qui fait que je ressentirai toujours pour celui ou celle qui est dominé ce sentiment étrange qu'on nomme l'empathie. Oh, rien de bisounours là-dedans, mais bien le fondement même de la rage profonde contre ceux qui dressent le frère contre le frère, le pauvre contre le pauvre, l'homme contre la femme, le peuple contre le peuple, l'humanité contre le vivant, pour qu'eux puissent se gaver encore et encore. Voilà à quoi sert ce petit truc inutile qu'ils appellent la culture et dont ils coupent méthodiquement les ressources, dénigrant son rôle tant social qu'économique, dénigrant la création, les arts vivants, les opposant à un art patrimonial au service d'un roman national abject. Voilà à quoi sert de boire des bières ensemble ce soir et de danser sur la musique de nos invités, à faire de nous des êtres humains, presque des oiseaux, qui se reconnaissent les uns et les autres comme égaux. Alors, quelle que soit leur force, la sidération qu'ils provoquent, la haine qu'ils cherchent à déclencher, nous continuerons à tisser entre nous, par notre sueur et nos danses maladroites, par nos poèmes débiles et nos histoires chuchotées, par nos chansons hirsutes et enfantines, par notre musique qu'ils considèrent sauvage, par nos arts qu'ils ne tarderont pas à qualifier de dégénérés, nous continuerons de rendre la douceur invincible, de donner à l'amertume le goût de la bière et d'être heureux de voir un sourire sur le visage d'un inconnu. Si pour continuer de croire que l'humanité et le vivant peuvent vivre dans le respect de la liberté de chacun, dans le respect de la beauté de chacun,
Notre culture doit devenir hors piste et nos danses clandestines, ainsi soit-il. Juste nous rappeler qu'ils n'ont jamais réussi à faire taire nos histoires et à effacer nos sourires devant le vol d'un oiseau. Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Et maintenant, permettez-moi cette redondance, mais nous avons l'honneur de recevoir les deux invités d'honneur de Sévrier BD. Je cite par ordre alphabétique Pierre-Henri Gaumont et Jordi Lafèbre. Bienvenue et merci de nous accorder un peu de votre précieux temps. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça dépend. Jusqu'à présent, ça dépend du point de vue. C'est dur. C'est le deuxième jour. Nos invités sont tous les deux auteurs et dessinateurs de leurs œuvres les plus récentes. Cela va pour Pierre-Henri et Je suis leur silence pour Jordi. L'une décrivant le parcours de deux pieds nickelés dans la Russie post-chute du mur de Berlin à l'aube de l'effondrement de l'URSS et l'autre évoquant à Barcelone l'implication imprévue d'une jeune psychiatre dans les affaires d'une famille de producteurs de vin, à l'arbre généalogique digne d'un Santa Barbara ibérique. Entre Moscou et Barcelone, je me demande pourquoi ça fait un mois que j'ai repris le russe sur Duolingo. Si l'on fait fi des meurtres, des trahisons et de la torture, franchement, j'aurais dû prendre espagnol en LV2. Résultat, je sais dire « Женщина с бревном не судит ». Traduction littérale de « La femme à la bûche ne juge pas ». Et malheureusement, je pense que ça ne m'aidera pas à nous sortir du pétrin universel où nous semblons être. Mais trêve d'actualité, David, il paraît que tu as des questions courtes pour découvrir nos invités différemment. Exactement, parce qu'on a l'habitude de commencer cette émission en proposant aux invités notre fameux questionnaire de Proust, enfin, un presque questionnaire de Proust, un Proust quoi. Le principe est simple. Je vous pose une question, ça s'adresse à l'un, à l'autre, aux deux. Vous voyez qui veut répondre. Par contre, c'est des questions courtes, réponses courtes. Première question, si votre vie était une BD, laquelle serait-elle ? Malgré tout. Ouais, ok. Gaston Lagaffe. Bah, évidemment, Pierre-Henri. Un mot russe que vous aimez sans le comprendre. Ah, c'est plutôt orienté sur Sans toi. le comprendre. Alors, un mot russe que tu aimes. Pierre-Henri Gaumont. Tovarich. Pierre-Henri Gomanov. Votre péché mignon espagnol. Au pata negra. Ouais, normal. La sieste érotique. Si vous deviez dessiner l'âme humaine, elle aurait la forme de... Une famille. Ouais. J'allais dire un truc trash. Ah bah ouais. Mais tu peux. Mais on t'en une prie. famille. On vous demande pas d'avoir exactement les mêmes avis. La case la plus difficile à dessiner selon vous? Ah, littéralement une case sur l'Holocauste. Ça, c'était vraiment difficile. Ouais, quoi. c'est chargé. C'était chargé. Et toi, Pierre-Henri, t'as une idée? N'importe quelle case demandée par un autre scénariste que moi. Ok, ouais. Celle qui n'est pas la tienne. Petit regard. Que devrait toujours contenir une bonne cave et une bonne histoire? Côte rôtie. Normal. D'être honnête. Ouais, Ah oui. Ok. Ouais. Du vin honnête. Ouais, le côte rôti, c'est un Oui, vin qui est très honnête. Il y a des vins qui ne sont pas honnêtes. Ouais, je suis d'accord. Citez-moi un personnage historique selon vous qui mériterait une BD de 300 pages, voire plus. Personne. Ouais. Non, surtout pas. Honnêteté Surtout pas. et un peu Les myopiques, là. un peu d'humilité, s'il vous plaît, avec l'honnêteté. Ouais. Votre compagnon idéal pour fuir un régime totalitaire en Lada? Ah, il faut un compagnon idéal. Ouais, c'est toujours mieux. La route est moins longue. Toujours Gaston. Ryu de notre éditrice. Ouais. Ah oui. Et dans quel décor rêveriez-vous de situer votre prochain album? Parce qu'on avait besoin de pitcher un petit peu, donc... Moi, c'est on une quitte. île de la Méditerranée qui est la Sardaigne. Yes. Moi, j'ai fait une suite avec Eva Rojas sur le Je suis un ange perdu. Ok, parfait. Eh bien, je vais laisser le micro à Agnès pour en savoir un petit peu plus sur vous deux. Agnès, c'est à toi. Merci. Alors déjà, est-ce que vous vous connaissez bien tous les deux ou c'est le premier salon que vous faites ensemble? À ton avis? Je pense que vous connaissez un petit peu. On sent un petit peu de complicité. Bah après, ça peut être juste lié à un vin très honnête qu'ils auraient rencontré hier soir et du coup, voilà quoi. Et ça aussi. Ça aussi. Ça aide. Le côte rôti. Non, moi, j'ai bu du rosé. Du rosé qui cogne. Mais ça rend fou, ça. Ouais. Voilà. Non, mais on se connaît depuis assez longtemps maintenant. Moi, je bosse chez Dargaud depuis 2017. Oui, c'est ça. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et je dirais que ça fait 3-4 ans qu'on est très potes, quoi. Ouais, vraiment très potes. Et comment vous en êtes arrivés à faire de la BD tous les deux, Pierre-Henri? Moi, c'est un long parcours sinueux, mais
c'est ce que j'ai toujours voulu et rêvé de faire, quoi. Enfin, en tout cas, dessiner. La bande dessinée, à proprement parler, c'est peut-être un peu plus tard, quand je lis des choses plus adultes, mais j'ai la passion du dessin depuis le départ, quoi. Et je n'y croyais pas, donc j'ai fait autre chose, et j'ai compris que j'étais incapable de faire autre chose, que chaque minute passée à faire quelque chose de différent me rendait dingue. Et voilà, et donc ça s'est passé en 2010 pour moi. Jordi, ça a été un peu pareil pour toi? Moi, je fais rien d'autre, en fait. C'est pas par choix, c'est du dépit. Tout mon corps, tout mon cerveau est pensé pour être narrateur et au dessin, donc on va dire bande dessinée. Heureusement, ça existe, sinon je serais inutile total. Donc on consacre toute son énergie pour que ça soit la seule chose. Oui, il y a des gens qui ont des autres études, qui arrivent à la bande dessinée de plusieurs approches. Moi, je fais que ça en toute ma vie, en fait. Heureusement, je l'ai fait un peu bien, sinon ça serait complètement raté. Ça serait frustrant, ouais. Oui, frustrant. Non, mais moi, par exemple, avant, j'ai fait des études d'économie. J'ai travaillé en banque d'affaires. Et j'ai été consultant. Après, j'ai fait une thèse de socio. Ça m'arrive encore régulièrement. Et j'ai jamais soutenu ma thèse. Et j'ai passé 5 ans en thèse de socio. Et ça m'arrive régulièrement de me réveiller le matin en ayant fait le rêve qu'il fallait que je soutienne. Ah ouais, cette peur panique là qui te prend. Et chaque matin, je me réveille, mais non, mais en fait, ça s'est passé, quoi. Je fais de la BD et je fais plus autre chose. C'est un enchantement, hein, pour moi. Pas de regret? Oh non. Donc cette thèse. En fait, on t'a menti, ce n'est pas du tout une interview radio. À pitcher, c'est beaucoup moins facile. Il nous reste 50 minutes d'émission. Du coup, tu disais que la BD, c'était plutôt arrivé un peu sur des BD adultes. Il n'y a pas des BD qui vous ont marqué quand vous étiez enfant? Gaston Lagaffe. Et c'est la réponse magique à tout. Mais ouais, en fait. moi j'y vais. Non, mais si, bien sûr, mais en tout cas adulte, parce qu'évidemment, enfant, je rêvais de faire ça. Mais adulte, je voulais vraiment faire du dessin, et c'est en rencontrant des vrais, pour moi, des œuvres majeures que j'ai compris que ça rejoignait un désir de littérature en même temps qu'un désir de dessin, et voilà, c'est aussi simple. Tu veux nous en citer parmi ouais, deux, trois? Moi, j'ai un souvenir d'avoir lu Note pour une histoire de guerre de JP, d'avoir fermé, me dit c'est exactement ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, mon souvenir, c'est d'être un gamin qui, en fait, avait des problèmes pour apprendre à lire. Alors que la BD, pour moi, c'était « Ah, ok, il y a des images, là, je comprends. » Ma sœur lisait des bouquins très, très jeune. Et moi, j'avais, pour moi, c'est problème, galère totale. Et la BD, ça m'a aidé à entrer dans un univers littéraire. Et il y a plein de BD qui m'ont marqué, plein de BD. Et surtout, la BD en général m'a marqué, m'a ouvert la porte à lire, en fait. Et aujourd'hui, j'adore lire, même roman. Mais en fait, c'est la BD qui m'a ouvert la porte et ça m'a permis d'exister, en fait, en tant que lecteur. J'ai l'impression que tu viens de me couper l'herbe sous le pied parce que c'est exactement la chronique que j'avais préparée. Mais on va en parler plus tard. Agnès? Et du coup, est-ce que tu as eu un coup de cœur récent? Récent, à part de Slava, tu veux dire? Comment c'est bien fait. Quelle honnêteté. Non, en plus, c'est vrai. Il sait, c'est la vérité. La fin de Slava, le tome 3, ça m'a énormément. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Non, c'est Jordi. C'est tous les deux. Du coup, donc, vous dessinez et vous écrivez tous les deux. Est-ce que vous avez déjà envisagé de collaborer avec d'autres BDistes en faisant que l'un ou que l'autre? Moi, oui, je ne ferme pas la porte. Hein. Mon parcours, c'est assez... je fais rien d'autre, mais dans la bande dessinée, j'ai fait tout. Quoi. Donc, je ne ferme pas la porte à écrire pour quelqu'un d'autre. Je ne ferme pas la porte à continuer tout seul. Quand je dis tout seul, il faut inclure l'équipe éditoriale. Ce n'est pas moi seul qui fais la BD. Il y a toute une équipe qui reste cachée au bureau, mais... On travaille en équipe et je ne ferme pas la porte à travailler, à dessiner le scénario de quelqu'un d'autre ou une collaboration à 4 mains.
je fais à côté aussi du travail production d'animation, character design, et on travaille en équipe, et j'adore travailler en équipe. C'est tout à fait différent par rapport à la VD, et je ne ferme pas la porte, on ne sait jamais. J'ai 45 ans, 45, bon, on verra. Moi, j'ai travaillé avec des scénaristes au départ, un peu pour me faire la main, en fait. C'était que j'ai besoin de faire beaucoup d'albums pour apprendre, tout simplement, parce que c'est très différent de dessiner et de dessiner de la bande dessinée. C'est vraiment deux choses qui se ressemblent très peu. Et donc, il faut apprendre ce médium-là. Maintenant, j'aspire vraiment à raconter mes histoires à moi. C'est pour ça que je le fais. Néanmoins, il y a des choses que je ne sais pas faire, comme la jeunesse, et la bande dessinée jeunesse, par exemple. Oui, travailler avec des scénaristes, si c'est des gens bien et qui ne me demandent pas vue en contre-plongée de machin avec 40 chevaux qui galopent. Et voilà. Ça peut être possible. Mais a priori, je préfère travailler seul, moi. Et justement, dans cet apprentissage dont tu parles entre dessiner et dessiner pour la bande dessinée, c'est quoi les premiers freins que tu as rencontrés? Enfin, qu'est-ce que tu as appris dans cette trajectoire-là? La première chose, c'est qu'on fait un dessin qui nous plaît et qui ne raconte pas du tout ce que c'est censé raconter. Et il faut s'en débarrasser. C'est ça, quand on fait de la BD, c'est tous les jours, tout le temps. On est là, le dessin, il est bien comme dessin, mais il va pas dans le sens qu'il faut. Ça donne vraiment l'impression, je trouve, de reculer de je sais pas, 4 ou 5 ans d'expérience à partir du moment où on se met à faire de la bande dessinée. Et c'est très frustrant au début. On a l'impression d'être nul, quoi. Et puis après, avec le temps, on comprend que c'est normal. C'est normal de galérer. Et c'est long et c'est dur. Et voilà. Ouais, que le beau dessin suffit pas. Il faut qu'il participe vraiment à la narration. Ah ben oui. Et puis il faut pas qu'il fasse de contresens. We Are From Barcelona, c'est le titre, le groupe étant I Am From Barcelona, qui, comme vous l'aurez compris, nous vient tout droit de Suède, évidemment. Olé. C'était surtout un petit clin d'œil à notre invité, donc Jordi Lafèbre, qui, lui, nous vient réellement de Barcelone. Et qui, du coup, parle suédois. J'espère. Pas du tout. Entre mes talents que... Non. Chers amis, il est l'heure de la chronique de David avec des bops, des pafs, des poufs ou pas du tout. Bah tu ne crois pas si bien dire. 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Il est de ces genres artistiques et littéraires où, peu importe la case dans laquelle on les range, qui ne cesse de te suivre, de t'accompagner au fil des péripéties solitaires. Malgré toi, malgré les autres et leurs jugements,
malgré parfois des pensées trop hâtives qui tenteraient par simple jalousie ou méconnaissance de n'en faire qu'une anecdote, un quelconque détail de l'histoire. La BD, l'illustré, le 9e art ne fait pas exception et c'est au fil de son histoire attiré bon nombre de ses pamphlets délétères. Mais force est de constater que cela n'aura eu que l'effet inverse à celui escompté, et que la bande dessinée, s'il faut la nommer, ne s'en sera trouvée que plus riche, impactante et crédibilisée. Son évolution brute, rapide et sa multiplicité en font aujourd'hui un art majeur, qu'il soit documentaire, fictionnel, et il est au service de la société pour s'évader, parfois pour faire réfléchir et parfois pour les deux. Oui, Jordi, je lis tes interviews avant de venir blablater phylactère et moule à gaufres. Surtout pas, surtout pas. Et à la manière d'un haddock trop hydraté, il m'aura fallu un bon paquet d'idéogrammes, bien que j'en conviens fort peu radiophonique, pour exprimer mon état à la fin de ces dernières lectures, toutes tournées, elles, vers le documentaire, l'engagé, et un profond sentiment de réel bien trop réel, bordel d'étoiles, tourbillon, tête de mort, exclamation. C'est pas tellement radiophonique. Les algues vertes me révoltent, la revue dessinée tout entière agit de même sur ma sensible personne. Josako déclenche des insomnies que seul l'usage d'alcool et de psychotropes, parvient à indiquer, et Satrapi me retourne dans la tombe que je n'ai pas encore fort heureusement creusée. Ça promet. Qu'on l'étiquette documentaire, de reportage, pédago-didactique ou encore, et là, c'est à en rire cyniquement, de non-fiction, évidence perceptible digne de la palisse, la BD de genre, longtemps cantonnée au rayonnage trop haut placé des libraires spécialisés, forge le citoyen d'aujourd'hui et de demain aux enjeux sociétaux. Et Dieu sait qu'il y a du boulot tête de mort, éclair tourbillon, WTF, point d'exclamation. J'en profite pour glisser pendant ce temps de cerveau disponible qui vous honore une publicité discrète à la manière d'un YouTube qui t'enfonce dans le crâne ce Franck Leboeuf estimant ta bagnole. Franck, j'en peux plus, ma vieille Passat est déglinguée, elle vaut plus un radis, alors par pitié, arrête de t'immiscer entre deux chroniques de Nova, ça me donne juste envie de te faire bouffer un bidon de 15W40. Bref, je place une réclame pour ce petit bijou sorti à l'automne dernier. Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, de et avec Hervé Kempf et Juan Mendez. Le pitch, m'en veux pas, c'est du copier-coller. Mais quelque chose me dit que tu vas encore jurer Charles-Édouard Henry. En 17 ans, les riches n'ont rien appris, rien compris, rien changé. Ils se gavent. Les milliardaires ont multiplié leur fortune. La catastrophe écologique s'amplifie. La crise sociale est mondiale. Le lien entre ces phénomènes, les inégalités. On n'évitera pas le désastre climatique si l'on ne ramène pas les ultra-riches à la raison. En gros, on te raconte comment, en bientôt 20 ans, l'oligarchie a augmenté sa passion destructrice et endossé les nouveaux habits du capitalisme. On rit, on pleure, on apprend, on mobilise. C'est un outil pour changer le monde. Il y a urgence et c'est en BD bougre d'ectoplasme. Mais à avoir les pieds trop ancrés dans la mélasse de la vie, on en vient à ne plus vouloir jeter de l'huile sur le feu de l'actualité. Et Jordi, oui, toi, que désormais je tutoie, il nous arrive à nous, lecteurs, oui, je nous noie, effectivement de chercher à nous évader. Et là, ce n'est plus l'adulte décrépit à la salopette usée qui te cause, mais bel et bien le petit garçon qui a fini par poncer le carrelage du rayon BD de Carrefour tant il y a posé son fondement durant les longues heures du remplissage de frigo. La qualité n'était peut-être pas au rendez-vous, pas encore, ou si, mais inconsciente, et ce n'était pas là l'important. Mais tu n'imagines pas la quantité de boulet Bill, Catras, Mafalda, Calvin et Hobbes ingurgités en une décennie assidue d'assistants de caddie de supermarché. Et si toi, et toi, Pierre-Henri, et vous, les dessinateurs de Petit Mickey, ne m'avez pas, au sens premier du terme, appris à lire, vous m'en avez, à coup sûr, donné le goût. Alors merci de nous proposer du rêve en boîte ou de l'ancrage dans le réel, en case, en série ou en dose de one-shot bien ciblée, parce que sans ça, sans vous et sans vos acolytes complices, il y a peu de chances que je sois devenu cet humain que j'oserais qualifier sous le contrôle de mes pairs de... Non, c'est bon, respectable. Voilà, ça s'arrête là. Et s'il y en a un qui ose dire que la BD, ce n'est point de la littérature, je te jure que moi, je le tourbillon, nuage, tête de cochon, point d'exclamation, 1000 milliards de Mel Sabor. Mais enfin... Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très pas. T'aimes bien parler de bande dessinée, hein? À l'heure de la richesse matérielle promue comme seule valeur et le désaccord mondial déclaré comme seule ligne politique, je suis heureux d'accueillir nos invités de l'accorderie, Harmonie, Liliane et Marion. Bonsoir. Bonsoir. Et quand je dis nos invités, c'est en fait l'inverse, vu que ce sont eux qui nous accueillent dans leurs locaux, illustrant ainsi ce double sens magnifique de la langue française, le mot hôte nommant autant celui ou celle qui accueille que celui qui est accueilli, soulignant ainsi que sans l'autre on n'est pas grand-chose, soulignant que l'autre, loin d'être une vague submersive, est en fait celle qui nous permet de maintenir le bateau à flot dans la tempête. Cher Premier ministre, la langue française elle-même t'emmerde. Bref, nous accueillons aujourd'hui l'accorderie pour tenter de répondre à la question rhétorique « ta mère » du jour.
Et si le temps, c'était mieux que l'argent? Mais avant toute chose, je passe la parole à Agnès pour dresser le portrait de nos invités avec notre questionnaire de Presque Proust. Donc, Proust, vous êtes définitivement sur Kajibi. Merci Jacques. Donc effectivement, le questionnaire de Proust, c'est des questions courtes pour des réponses plutôt courtes aussi. Pour commencer, accord majeur ou accord mineur? Mineur. Mineur. Tout le monde n'est pas obligé de répondre. Hein. Si vous pouviez échanger un service contre un plat cuisiné, ce serait quel plat? Un plat exotique de Sarayana. Un plat qui rassemble dans une grande cocotte, un bœuf bourguignon, une blanquette, quelque chose de bien chaud. Si une accorderie ouvrait sur Mars, quel service serait indispensable? L'accueil. Hein. Effectivement. Si l'entraide avait une couleur? Ça, c'est pas une question facile. Oh, je dirais jaune, instinctivement jaune, comme ça, c'est lumineux. Marion, je vois Marion qui acquiesce. Oui, comme le soleil, là. Ouais. Avec des paillettes pour que ça brille. Jaune avec des paillettes, c'est noté. S'il y avait un geste solidaire à faire chaque semaine, ce serait quel geste? Moi, déjà, simplement un sourire. Un sourire, c'est bien. Envoyer son cœur à la foule. Ah, ouais. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai glissé. Alors, un pour tous pour un ou tous pour tous? Tous pour tous. Ah, tous pour tous. Quel objet pourrait représenter une accorderie? C'est la corde, ce lien en fait, qui réunit tout le monde. Et selon vous, quel est le plus grand frein à la solidarité? Elle n'est pas trop évidente non plus, celle-là. Celle-là, elle pourrait faire l'objet d'une émission à part entière. Oui. Ouais. Quel est le plus grand frein à la solidarité? La peur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Harmonie. La peur. Et maintenant, j'ai pas mal de questions avec des réponses un peu plus longues cette fois. Donc déjà, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le concept d'accorderie? Une accorderie, c'est en fait une association qui va permettre aux habitants de se rencontrer, de s'entraider, de pouvoir également partager des passions, des compétences, des connaissances, même partager des outils. Et en fait, ça prend la forme d'un modèle d'échange qui se base sur la monnaie du temps, dans lequel en fait on écarte tout le modèle marchand et le principe c'est vraiment qu'une heure de temps, une heure égale une heure. Donc une offre, un service égale un service, il y a un principe d'égalité. Donc une heure de bricolage vaut une heure d'aide numérique, une heure de coup de main donné à l'association pour une animation. L'accorderie à Annecy, ça a commencé quand? Il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année. Eh bien, félicitations. Joyeux anniversaire. Et donc, toutes les trois, Liliane, Harmonie, Marion, quels sont vos rôles respectifs dans l'accorderie? Alors, moi, donc, je suis Harmonie et je suis la coordinatrice de l'accorderie. Concrètement, je fais en sorte que l'association fonctionne. J'aide les accordeurs à mettre en place des projets collectifs. Je fais en sorte aussi de trouver des financements, de mettre en œuvre des nouveaux projets. Et en fait, je suis un peu la garantie que l'association accomplisse bien ses missions. Donc le but, c'est quand même de lutter contre l'isolement, de permettre vraiment une amélioration de la qualité de vie auprès de tous, en développant de nouveaux services et puis en favorisant l'entraide entre tous. Donc tu es la corde tu es au moins une des cordes de l'accorderie. Une des cordes, parce qu'on fonctionne en gouvernance partagée. Et le principe, c'est que vraiment, chacun est acteur à l'accorderie. En fait, c'est la puissance de ce modèle d'échange, parce que finalement, on reçoit un service et on est invité à se questionner sur ce qu'on peut rendre en échange. Et l'idée, c'est que du coup, on déplace un peu les personnes pour qu'elles puissent être amenées à rendre aussi service à l'association ou proposer des ateliers collectifs, des choses finalement auxquelles elles n'auraient pas pensé au départ en recevant un service en arrivant. Liliane? Alors Liliane, moi ça fait 8 ans que je suis à l'accorderie et déjà 6 ans en tant qu'administratrice. Alors pourquoi j'en parle? Parce que Harmonie parlait de la gouvernance partagée. Et la gouvernance partagée, c'est vrai que tous les accordeurs sont vraiment actifs à l'accorderie. Mais bon, nous avons des administrateurs qui sont là quand même pour soutenir aussi notre coordinatrice dans les projets. Et que chacun des administrateurs est référent d'une mission, c'est-à-dire qu'on se partage. Il va y avoir l'accueil, la logistique, l'alimentation, l'écologie. Et moi, je suis principalement à l'accueil. J'ai toujours été référente accueil.
Et donc Marion, si je dis pas de bêtises, toi tu es accordeuse. C'est ça. Moi, je propose des ateliers collectifs de yoga. Et qu'est-ce qui t'a mené à devenir accordeuse et comment est-ce que ça se passe concrètement ? Déjà, moi, à la base, le yoga, c'est ma passion. Et je voulais pratiquer avec d'autres personnes. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que j'avais envie de redonner toutes ces techniques que j'ai apprises et qui m'ont tellement apporté dans la vie, face aux difficultés. Est-ce que c'est entre guillemets un profil d'accordeur ou d'accordeuse qu'on voit souvent ? Des gens qui ont reçu quelque chose, comme toi tu as reçu ces enseignements et donc tu as ce désir de les redonner ? Ou alors est-ce que les accordeuses découvrent en venant ici ce qu'ils peuvent rendre ou donner en temps à d'autres ? Je dirais que la plupart des personnes, quand ils arrivent à l'accorderie, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent donner. Ils ont assez peu confiance en eux. Et on se rend compte que finalement, tout le monde sait faire quelque chose. Rien que le fait de parler en français, ça va aider une personne qui souhaite converser en français. Le fait de pouvoir conduire, ça peut aider une personne qui, à un moment donné, doit aller chez au médecin et puis ne peut pas se déplacer. Donc, c'est assez simple de donner quelque chose. Donc, il y en a beaucoup des gens qui arrivent en disant moi, je sais rien faire et qui se rendent compte au final, grâce à l'accorderie, qu'ils peuvent faire plein de choses. Oui. Ouais, c'est un vrai révélateur de compétences, en fait. C'est un miroir sur soi-même. Et de valorisation. Ouais. En fait, généralement, les personnes sont tellement, pas fragilisées, mais un peu mises de côté, des fois, par le système classique, qu'elles n'ont même pas conscience de tout ce qu'elles savent faire. Rien que le fait, en fait, finalement, de savoir marcher, on peut accompagner une personne sur une balade, 1 heure. Ça va transformer la semaine de cette personne, quoi. Donc, en fait, c'est comme si, en donnant, on recevait doublement. Parce qu'à la fois, on peut recevoir des services d'autres personnes, mais pour l'estime de soi et pour la découverte de ses propres compétences, on découvre aussi beaucoup, j'imagine. C'est ce qui m'anime le plus à l'accorderie, en fait, aussi. Parce que c'est vrai que quand on donne, on est drôlement heureux. Après, on est bien, on est... Et puis, il y a des gens qui, en fait, prennent confiance, en fait, grâce à ça. C'est-à-dire qu'au début, ils n'osent pas. Et puis, au bout d'un moment, ils se lancent à proposer quelque chose. Et puis, quelque part, ils grandissent un peu avec ça. Oui. On a vu des personnes ici à l'accorderie, mais vraiment grandir, comme tu dis. Ils dépassent les difficultés. Toi, ça a été un peu ton cas, Marion, aussi ? Moi, j'étais quand même aussi attirée beaucoup par cette idée de vivre dans une société où il n'y a pas d'argent. Vivre avec d'autres valeurs. Donc, j'étais très attirée par ça aussi. Ça tombe bien parce qu'on en a de moins en moins. Et c'est pas mal. Et là, c'est l'heure de la chronique de Mireille. Bon sang. 1, 2, 3, 4. Je suis un homme libre. Interprété par le Petit Conservatoire de Mireille. I'm ready. KGB Radio. Jean-Luc Petit-Renaud n'est plus. Né le 5 décembre 1950 à Clermont-Ferrand, celui qui était le fervent défenseur de la culture du bien manger et l'une des voix préférées des Français lorsqu'il était question de journalisme gastronomique, s'est tu pour toujours ce vendredi 10 janvier 2025 à Paris. Ce que l'on sait moins de Jean-Luc Petit-Renaud, c'est que dans sa jeunesse, après avoir obtenu son CAP de soudeur chaudronnier, il avait suivi des cours à l'école du cirque d'Annie Fratellini et Pierre Etex. Vous le saviez, vous ? Jean-Luc Petit-Renaud n'était pas américain. S'il fut un temps clown, il n'était ni cinéaste, ni scénariste, ni photographe, ni musicien, ni peintre. On n'a jamais évoqué son style comme étant novateur ni surréaliste. Cela aurait peut-être été le cas s'il avait choisi une approche narrative onirique, ou s'il avait opté pour une visualisation plus brute, dérangeante, voire offensante. On peut définitivement affirmer que Jean-Luc Petit-Renaud ne portait pas sur le monde un regard sombre et halluciné, loin de là. Si Jean-Luc Petit-Renaud était né à Missoula en 1946, peut-être son destin aurait-il été tout autre. Prenons un temps de réflexion et permettons-nous cette bifurcation du réel. Si les parents de Jean-Luc Petit-Renaud avaient été des enfants d'immigrants finno-suédois professeurs d'anglais et chercheurs pour le département de l'agriculture, plutôt que des représentants en cosmétique auvergnais,
Jean-Luc Petit-Renaud serait peut-être devenu scout. Un de ses amis lui aurait peut-être alors révélé qu'on pouvait être artiste peintre, et pas seulement peintre en bâtiment, car oui, c'est aussi un métier. Jean-Luc Petit-Renaud aurait peut-être alors décidé d'intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie. Et là, outre ses peintures, Jean-Luc Petit-Renaud aurait pu expérimenter sur l'image animée. Et ça l'aurait sans doute amené à réaliser en 1977 son premier long-métrage, Eraserhead. Dino De Laurentiis, impressionné par son style unique, aurait certainement proposé à Jean-Luc Petit-Renaud de réaliser sa première superproduction de science-fiction. Vous l'aurez certainement deviné, je parle évidemment de Dune. Mais autorisez-moi cet aparté. Ne trouvez-vous pas surprenant que vous ayez deviné alors que Jean-Luc Petit-Renaud n'a finalement pas réalisé Dune ? Car il y a de nombreux films que Jean-Luc Petit-Renaud n'a pas réalisés. Taxi Driver, Cléopâtre et La folle histoire de l'espace par exemple. Mais vous avez pensé à Dune et vous aviez bien raison, car vous, KGBistes et KGBistes, vous êtes formidables. Jean-Luc Petit-Renaud n'a donc jamais enchaîné avec la réalisation de Blue Velvet en 1986. Et c'est bien dommage, car il aurait alors pu entrevoir Sailor et Lula, sombre road movie à l'orée du fantastique. Jean-Luc Petit-Renaud nous aurait gratifié de l'une des plus incroyables séries de tous les temps, alors que nous étions bercés par des feuilletons télévisés médiocres et autres sagas telles que Dynasty et Santa Barbara. Un jeune garçon de 14 ans appelé Mireille aurait pu avoir l'occasion de voir Twin Peaks lors d'un échange scolaire de 3 mois au Pays de Galles en 1990. Oui, Jean-Luc Petit-Renaud, tu aurais pu changer la vie de ce jeune homme et de tant d'autres. Mais je dois malheureusement avouer qu'en optant pour la critique culinaire, tu n'as pas du tout influencé Mireille. Si Jean-Luc Petit-Renaud a peut-être entrouvert les portes des émotions, il n'a pas questionné le réel. Il a à peine effleuré ce fin voile qui nous sépare du monde étrange et mystérieux et de la matière dont sont faits les rêves. Jean-Luc Petit-Renaud ne nous emmènera jamais sur l'autoroute perdue, ni sur Mulholland Drive. Jean-Luc Petit-Renaud a bercé des millions d'auditeurs et influencé de nombreux professionnels de la cuisine française. Les hommages publics sont nombreux. Cyril Lignac, Denis Brognard et Jean-François Piège évoquent sa mémoire. Et moi, eh bien moi, je pleure simplement David Lynch. Merci. Ça c'est bon aussi. David Lynch, alors ça c'est un mec sur lequel je pompe. Pas quand je tourne, je pompe. Enfin, par exemple, quand je sais pas comment faire un plan, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il ferait ce con de Lynch? Alors il ferait ça, il se mettrait là, puis il ferait ça, d'accord. Bah, faisons-le, alors on le fait, ça marche. It is happening again. It is happening again. Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très pas. Et voilà, c'est déjà la fin, ou alors juste le début du festival. On est parti pour une semaine de concerts endiablés 100% hors les murs dans des lieux insolites. Bon, toi, si tu écoutes l'émission sur les ondes de nos radios partenaires, Alto, Elébor, Spoutnik et Clandé, peut-être que le festival sera terminé quand le signal hertzien te parviendra aux oreilles. Évidemment, tu peux réécouter ces 59 minutes de bonheur sur les plateformes de podcast, les méta et autres trucs bizarres de ce monde qui l'est tout autant. Nous, on se retrouve dans pas si longtemps. Et d'ici là, porte-toi bien, offusque-toi un peu quand même. Donne du bonheur à ton voisin s'il est OK. Un petit peu de rébellion et de bienveillance ne feront jamais de mal à personne. Allez, bisous. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez, tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.